Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Soccer. On est de retour pour débriefer encore la Gold Cup avec hier le groupe A qui jouait son deuxième match. Donc c'est la fin du premier tour de match de cette phase de poule. Et hier, il y avait Canada-Mexique et Cuba-Martinique. On va longuement parler du premier match puisqu'il nous intéresse forcément entre le Canada d'un côté qu'on suit particulièrement et le Mexique, un des ogres du continent si ce n'est le favori de la coupe. Pour en parler, nous sommes avec Adi Raphaël et Anthony de Varenne, comme d'habitude, les deux rédacteurs en chef. Comment ça va, vous, du côté du Canada, les gars? Ça va très bien. J'ai eu la chance de rencontrer Adi hier, donc non, ça va super bien de notre côté, là. Mais mettons, allô tout le monde, mettons que c'était une soirée mouvementée. Donc, c'était très sympathique de rencontrer Anthony, puis on a regardé le match ensemble. Puis c'est ça, on a pleuré ensemble et on était contents ensemble, puis c'était super nice. Et pour représenter vos bourreaux, nous avons avec nous Diego de Lucarno Opposé. Comment ça va, Diego? Salut à tous, ça va très bien et vous? Ouais, très très bien. J'imagine que comme tous les Mexicains, tu es plus en mode Copa América en ce moment. Oui, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai plus regardé les matchs de la Copa que les matchs des Bermudes ou quoi que ce soit, mais on suit quand même, on suit quand même. Ça montre que tu es bien le Mexicain qu'il nous faut. Ouais, j'ai un peu étudié le Canada, ça va. Bon, on va en parler tout de suite. Victoire finale des Mexicains 3-1. Et on va commencer direct. On va dire que déjà le Canada avait une formation un peu étrange. Adi, peut-être que tu peux nous en parler. Oui, effectivement. John Herdman, l'entraîneur anglais, on en a parlé plusieurs fois, qui a pris les rênes de l'équipe depuis maintenant à peu près un an et demi, a mis un 11 très, très, très surprenant par rapport à ce qu'on a vu dans la dernière année et demie, où beaucoup de très bons joueurs, même d'après moi, les meilleurs joueurs de l'effectif étaient sur le banc. On parle de Junior Hoilett qui n'était pas dans le 11, on parle de Samuel Piette qui n'était pas dans le 11. En tout cas, il y a tellement de joueurs qui n'étaient pas là. Jonathan David qui a marqué deux des 4 buts contre la Martinique qui n'était même pas là. Et en plus, Scott Arfield, qui est le capitaine de l'équipe, qui est peut-être le plus talentueux au milieu de terrain, n'était même pas là non plus. Vraiment une équipe, un 11 très, très, très bizarre. Je vais juste le donner à nos auditeurs. On avait Milan Borjan dans les buts, lui, c'était normal. Zachary Bruguière à droite, bon, c'est pas une grosse surprise. En défense centrale, il y avait Derek Cornelius et Donil Henry. Atiba Hutchinson, donc il y avait une défense à 3, ce qu'on n'a pas vu depuis un an et demi avec le Canada. Au milieu de terrain, à gauche, il y avait Alphonso Davies qui se partageait la tâche avec Marc-Anthony Kaye, ça changeait un peu. Au milieu de terrain, on avait Russell Tybert et Will Johnson qui sont des joueurs, mais vraiment de rotation, qui n'ont pas leur place dans le 11 de départ de cette équipe-là. Puis après, bon, heureusement, il y avait Alphonso Davies. Kyle Larin, qui est un attaquant de pointe qui a joué sur le côté droit, donc qui n'a rien à voir. J'ai juste pas compris pourquoi il était aligné là. Puis Lucas Cavallini, qui, oui, est d'habitude, s'il n'est pas titulaire, il est proche du 11 titulaire. Oui, au moins, lui était là. Donc bref, un 11 très, 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 très bizarre. Et je pense que tout le monde, et je pense qu'on avait parlé, Anthony et moi, dès qu'on a vu la compo, on s'est dit, bon, c'est fini, on mange une claque, c'est impossible. On ne peut pas gagner avec cette équipe-là. Est-ce que c'était parce que vous partiez perdant et donc vous vouliez enchaîner avec un bon résultat contre Cuba, donc on laisse de bons joueurs sur le côté? Écoute, je pense pas que c'était ça l'impression. Je pense que Herdman a essayé quelque chose. Il l'a dit en entrevue d'avant-match que depuis un an et demi, il joue contre des petites nations. Et c'est le premier match où ils se retrouvaient face à une équipe où ils n'étaient pas favoris. Mm-hmm. Et je pense qu'il a essayé de mettre une formation extrêmement défensive parce que Tybert et Johnson c'est pas des fous offensivement. Au milieu de terrain, il a essayé de mettre vraiment une équipe super défensive avec 3 défenseurs centraux, par exemple. Et puis, ça a juste pas marché du tout en première mi-temps. Ça a été la catastrophe totale, mais totale. Et là où le Canada a commencé à jouer, c'est vers la 60e minute quand Herdman a commencé à faire ses premiers changements.
Et Hardman a fait ses premiers changements en faisant rentrer Jonathan David, Jonathan Osorio, qui lui aussi était titulaire lors du premier match, et Scott Arfield pour Johnson, Tybert et Larin, qui sont pour moi 3 gros points d'interrogation que j'ai pas compris pourquoi ils étaient là. J'ai pas compris ce qu'il essayait de faire. Je pense qu'il voulait se retrouver dans un certain 3-5-2, mais c'est juste complètement pas marché. On n'a jamais vu d'entente entre les deux attaquants, Cavallini et Larin. En tout cas, vraiment, je pense que ça arrive à tous les bons entraîneurs de se tromper. Et je pense que là, c'est une grosse erreur de John Herdman. Puis maintenant, l'important, c'est qu'il se remette de l'erreur qu'il a faite. Et ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté aussi, du côté mexicain, la composition était très étrange. Diego, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Sachant qu'aussi, on a vu 2 joueurs MLS sur le terrain, ce qui est assez rare pour une équipe mexicaine. Oui, déjà, oui, c'était une équipe assez remaniée, mais je trouve que vous ne faites pas forcément la bonne analyse, parce que avant même de parler du match, on parle déjà du fait qu'il n'y avait pas la bonne équipe. Un peu on parle de la composition avant de parler du résultat, tu vois, pour expliquer le match. Ouais, pour excuser peut-être, j'en sais rien, mais finalement, autant parler du match en tant que tel, quoi, parce que finalement, c'était un peu le cas des deux côtés. Il y a la moitié de l'équipe qui est pas censée être titulaire. Alors normalement, en fait, la défense était la défense à peu près classique, hein. Mais comme tu dis, on a vu 2 joueurs de MLS qui sont pas censés être dans le 11 type. Bon, peut-être Jonathan Dos Santos, hein. Il y a pas vraiment de 11 type, hein, mais voilà, Jonathan Dos Santos les pas souvent, Uriel Antuna les presque jamais. Donc voilà, on a eu un deuxième match où les 2 coachs, je pense, ont voulu faire tourner parce que de toute façon, j'ai du mal. Enfin, le Mexique considérait ce match comme étant potentiellement le plus compliqué, mais finalement, l'équipe contre le Cuba au premier match était une équipe qui ressemblait le plus à une équipe titulaire. Et en fait, la malchance du Canada, c'est finalement qu'il y a eu un blessé côté Mexique. Mm-hmm. Et qu'en fait, ce gars qui s'est blessé, donc qui est Eric Gutiérrez, a laissé sa place au capitaine Andrés Guardado, qui a fait la différence en deuxième période et qui est, je pense, le meilleur joueur de la sélection, quoi. Alors, Anthony, toi qui as vu le match avec Adi, est-ce que tu as d'autres joueurs mexicains qui, pour toi, ont posé problème au Canada et surtout, ont permis au Mexique d'imposer son jeu? Rapidement comme ça, moi j'ai bien aimé Alvarado là, à chaque fois comme sur le premier but là, Raúl Jiménez frappe, il y a l'arrêt et Alvarado était bien placé. Mm-hmm. Donc lui, c'est surprise un peu parce que Alvarado fait pas un bon tournoi avec Cruz Azul. Bon, il est très très jeune, hein, il a 20 ans, il est né en 98. Du coup, il a été quand même dans le groupe et puis il a eu sa chance ce soir. C'est vrai que en plus de son but, il a été assez actif. Mais c'est assez surprenant. Il y a une nouvelle génération, j'ai l'impression, un peu au Mexique, là, dans ce tournoi qui se révèle, non? Je ne saurais pas dire si elle se révèle et si elle est forcément bonne et talentueuse. C'est juste que l'ancienne, en tout cas, est arrivée au terme. Tous les Chicharito, les Carlos Vela, les Marco Fabian. Enfin, Marco Fabian, il n'a jamais vraiment fait partie du groupe, très rarement. Mais tous ceux-là sont partis et donc, du coup, c'est nécessaire de faire venir des jeunes. Après, faut quand même le dire, en attaque, il y a au moins, donc j'en parlais avec Adi la semaine dernière, il y a au moins 5 absents de marque, que ce soit pour blessure ou que ce soit pour des décisions personnelles ou des décisions familiales. Et donc voilà, c'est des jeunes qui en temps normal n'auraient pas été pris, notamment Alvarado et Antuna, qui là aujourd'hui ont saisi leur chance. Oui, c'est ça, et je suis complètement d'accord avec toi, Diego, et on en avait parlé la semaine passée. Mon analyse au début du podcast est par rapport aux 23 qui ont été pris par le Mexique. Le Mexique, dans ce match-là, bon, à part 1 ou 2 joueurs, avait quand même les joueurs qu'on s'attendait de voir, ce qui n'est pas le cas du côté du Canada, malheureusement. Il y en avait 4 ou 5 en tout. OK, donc à part Guardado, c'est qui aurait dû être là? D'après ce qu'on voit, d'après le premier match, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop de la compo. Guardado, Carlos Rodriguez au milieu de terrain, plutôt. Mm-hmm. Et puis voilà, après sur les côtés, il y a tellement d'absents, on pourrait les citer. C'est Irving Lozano qui est absent. Oui, non, mais je parle du Rodolfo présent. Rodolfo Pizarro, normalement, est titulaire indiscutable, le 20. Rodolfo Pizarro.
qui est un attaquant, un deuxième attaquant à Monterrey. OK. Donc voilà. Mais lui, il n'est pas là non plus, hein? Il n'est pas dans le groupe. Si, il est dans le groupe, Rodolfo Ah, il est Pizarro. dans le groupe. OK, je ne l'ai pas vu parce que dans le premier match, si on le voit contre Cuba, on avait Alvarado et on avait Raúl Jiménez. Au milieu de terrain, tu as parlé de Rodriguez et Guardado et Reyes, oui. Puis finalement, la défense est la même. Donc, La défense est la même. Ouais. Moi, je pense qu'à terme, Rodolfo Pizarro sera amené à prendre l'aile gauche quand même. C'est quand même le meilleur joueur des matchs en ce moment avec Tata Martino. Donc, c'est vraiment OK. l'atout numéro 1 avec Raúl Jiménez, évidemment. C'est ça. En parlant de défense, on l'a vu sur le premier but que tu en parlais, Diego Alvarado qui met le premier but du match. On voit quand même le gardien canadien, Borjan, qui sort une superbe parade. Puis après, quand il se prend le deuxième but, il est furieux. Il a l'air de vouloir s'en prendre physiquement à ses défenseurs. J'exagère un petit peu, mais il a pas l'air très, très heureux par rapport à la prestation de sa défense. Adi, est-ce que tu peux, ou Anthony d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels ont été les problèmes de cette défense canadienne face à la ligne d'attaque mexicaine? Anthony, vas-y, parce que j'ai bien parlé au début du podcast, donc je vais te laisser la parole. Je crois vraiment que qu'est-ce qui a fait mal au Canada défensivement, c'est vraiment le fait que oui, on avait des joueurs plus défensifs comme Tabert ou Johnson, mais vraiment, c'est des joueurs qui ont, selon moi, qui n'ont pas vraiment le niveau pour rivaliser face à une sélection mexicaine. Fait que c'est sûr que individuellement parlant, dans les 1 contre 1, c'est sûr qu'on se faisait manger. Puis c'est ce genre de joueurs-là, quand ils font une erreur, c'est des joueurs comme Atiba Hutchinson qui d'habitude sont solides, puis des fois paraissent mal parce qu'ils essayent de combler les erreurs. Et on l'a vu sur l'un des buts, là, tous les joueurs canadiens essayaient de se jeter, puis au final, là, on a encaissé. Oui, exactement. Et je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Anthony. Je pense que c'est pas spécialement la défense centrale qui a blâmé, c'est plus le milieu de terrain où ça passait comme du beurre du côté mexicain. Et je pense que notre milieu de terrain, avec zéro titulaire, on va les appeler comme ça, à part Davis, vraiment zéro titulaire sur les 4 joueurs du milieu de terrain. C'était pas du tout au niveau. Larin, la dernière fois qu'il a été titulaire, je me rappelle même, il y a plus de 2 ans, il a été titulaire sur le côté droit, un attaquant de pointe. Will Johnson et Russell Teibert. Bon, Will Johnson, ça peut être logique. Russell Teibert, c'est vraiment 100% illogique. Tu as des joueurs comme Scott Arfield, comme Samuel Piette, comme des joueurs Jonathan Osorio, qui passent de loin avant Russell Teibert. Donc, je pense que c'était stratégique. Il y a 2 stratégies, en fait, auxquelles a pensé John Herdman. La première stratégie, j'en ai parlé un peu à l'avance, c'est qu'il a essayé de mettre un 11 de départ extrêmement défensif parce que malgré le fait que c'est pas les meilleurs Mexicains dans cette Gold Cup, et Diego l'a mentionné plusieurs fois, ça reste le favori du tournoi, ça reste une sélection bien supérieure au Canada, malgré la génération du Canada. On le sait, on l'a dit depuis le début, c'est les favoris numéro 1. Et je pense que non seulement il y avait ce côté défensif qu'il voulait, mais d'un autre côté, il se dit, bon, ce match, on n'a pas besoin de tout mettre là-dessus. On gagne, c'est très bien. On fait match nul, c'est très bien. On perd, tant qu'on ne perd pas de 6 buts d'écart, c'est bien. Donc, limitons la casse parce que le but, c'est de battre Cuba après, de passer au prochain tour. Et quand on passe au prochain tour, à ce moment-là, les choses vont changer. Il faudra passer le premier obstacle. Puis après, si jamais on se retrouve de nouveau face au Mexique, là, on mettra notre 11. C'est une autre stratégie qui a été mentionnée par plusieurs personnes. Je suis pas très d'accord avec ça du tout, moi personnellement. Après, je suis pas sélectionneur. Non, mais de toute façon, le Canada a déjà réussi sa phase de poule. En fait, le match le plus important, c'était le premier. Il fallait gagner contre la Martinique, qui était un potentiel deuxième. Parce que on ne sait jamais vraiment ces pays, les dom-tom, qui ont des joueurs pros, mais aussi des joueurs pas pros, on ne connaît jamais vraiment leur niveau. Donc à partir du moment où tu as gagné contre la Martinique et tu sais que tu vas gagner contre Cuba, voilà, tu finis deuxième. Je suis assez d'accord avec ça. Le premier match devait être le plus important. Et en plus, là, je ne vais pas dire que vous avez limité la casse, mais comme quelqu'un le disait sur Twitter. Oui, on peut le dire, oui. Je sais qui le disait sur Twitter, mais qui disait, voilà, il y a quelques années, le Canada se prenait des claques monumentales face au Mexique. Là, même si 3-1 n'est pas un score facile, vous avez quand même eu de nombreux tirs. Adi, je pense notamment à un tir de Davis qui a frôlé le poteau. Enfin, même si le Mexique aurait pu en marquer aussi quelques-uns de plus, le Canada, s'ils avaient été un peu plus précis sur certaines phases offensives, aurait pu
en marquer un ou deux de plus, non? Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, en regardant le match, le 3/4 des bonnes occasions canadiennes sont arrivées après les 3 changements. Donc, ça prouve encore plus ce point-là. Quand Jonathan David est rentré, quand Jonathan Osorio est rentré et quand Scott Arfield est rentré. C'est 3 joueurs d'impact. En plus d'avoir, on s'entend qu'on a Junior Ouellette et Samuel Piette qui n'ont même pas fait leur entrée sur le terrain, qui sont des titulaires presque indiscutables dans le dispositif de John Herdman. Donc, bref. Et quand il y avait déjà 2-0 aussi, donc du coup, forcément, une équipe mexicaine qui avait levé un peu le pied à ce moment-là. Ça, c'est très possible, mais moi, je veux pas spéculer sur ça. C'est très possible, tu as complètement raison. Mais point de vue dans le jeu en tant que tel, point de vue qualité, technico-tactique, tu avais des joueurs plus importants et de loin plus supérieurs à ceux qui étaient sur le terrain, qui étaient sur le banc. Mais finalement, c'est pas forcément nécessaire ce match de l'analyser très, très en profondeur, parce qu'en fait, pour les deux nations qui sont affrontées, c'est une équipe qu'on reverra probablement pas. En tout cas, pour le Mexique, c'est le cas. J'imagine que le Canada aussi. Et voilà, en fait, c'était juste une confrontation en fait qui était. Enfin, c'est un groupe quand même qui est assez lisible, je trouve, en termes de niveau, avec un écart de niveau assez lisible entre chacune des 4 équipes. Et par contre, le Canada, peut-être qu'on peut se dire que ce match-là a permis de faire des tests en vue du quart de finale qui va arriver. Je ne sais plus qui est-ce qui est censé affronter Costa Rica, je crois, sûrement. Costa Rica. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est être prêt pour ce match-là, quoi. Ben, écoute, je sais pas si Anthony avait quelque chose à dire juste avant Diego, j'ai l'impression. Ouais, la seule affaire que je voulais dire, c'est que pour revenir sur la formation canadienne, là, moi, quand je regardais les ailes, ça me rendait complètement triste parce que quand on voit à droite Laureen qui descendait, et on connaît Laureen chez Culture Soccer, là, on l'a vu en MLS, c'est pas le genre de joueur qui sait très bien défendre, donc ça faisait mal un peu aux yeux. Et de l'autre côté, Davis, quand on le voyait descendre aussi bas, ça faisait mal, mais surtout parce qu'on sait son potentiel offensif et peut-être que si il aurait été un peu moins bas, peut-être que le score aurait été moins, peut-être 3-2, on le sait pas. Mais vraiment, là, des fois, il y a des petits choix tactiques comme ça que Adi et moi, hier, on n'en revenait pas. Et Diego, je sais que tu vas bientôt partir, donc je vais te juste poser une dernière question vers la fin. Alors, donc le Canada a pas mal laissé le ballon au Mexique, je pense intentionnellement, en voulant jouer sur sa vitesse de son offensive pour des contre-attaques. Est-ce que tu penses que le Mexique, s'il joue contre peut-être on va dire les États-Unis ou une équipe qui veut essayer de lui choper le ballon, le Mexique peut, grâce à son milieu de terrain, garder un peu le contrôle du ballon? Parce qu'ils ont des très bons et souvent la possession. Déjà, tu dis que le Canada a laissé volontairement la possession au Mexique. Je pense que même s'ils avaient essayé de l'avoir, le Mexique aurait aussi essayé de l'avoir. Et le Mexique l'aurait eu. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des sélections dans cette compétition. Parce que même une équipe comme les États-Unis qui arrive juste derrière le Mexique, je pense, en termes de niveau global, bon, peut-être il y a le Costa Rica aussi, c'est pas forcément une équipe de possession, alors que le Mexique, ça l'est clairement. C'est des milieux de terrain qui sont très techniques et qui aiment avoir le ballon. Carlos Rodriguez, qui va être, je pense, titulaire sur le reste de la compétition, en tout cas dès l'écart, c'est un super mec, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du championnat. Il y a Andrés Guardado qu'on connaît tous. Donc, pour le coup, oui, ce sera l'objectif d'avoir le ballon. Et de toute façon, autre chose qu'un Mexique dominé, un Mexique non dominant sera déjà considéré comme un échec. Ben, écoute, moi, il y a une chose, je voulais revenir sur une chose. Pour moi, c'était pas aussi clair que ce qu'on pensait à 4 équipes de complètement différents niveaux. Je pensais que le Canada, je pense que tout le monde le pensait, que le Canada pouvait un peu plus rivaliser avec le Mexique. Et je suis encore pas convaincu qu'avec le 11 adéquat, je suis pas convaincu qu'on aurait vu une aussi grosse domination mexicaine avec ces 23-là. Je parle pas des vrais 23 là, parce qu'avec les vrais 23, oui, c'est clair, le Mexique est bien au-dessus. Mais j'aurais aimé voir un 11 beaucoup plus habituel du côté du Canada face à un 11 beaucoup plus habituel du côté mexicain avec les joueurs présents à la Gold Cup. Pour pouvoir jauger un peu ces deux équipes-là. Et je pense pas que l'écart aurait été, bien évidemment, le Mexique reste favori, mais je pense que l'écart aurait été moindre. Là, on a vu, malheureusement, un Canada très, très faible face au Mexique. Oui, c'est
comme vous l'avez dit, on s'attendait à le perdre, ce match-là. Le Mexique est favori. Sauf que je pense que le Canada a beaucoup plus d'armes que ce qu'on pense. On en parle depuis presque 2 ans maintenant sur Culture Soccer, que le Canada a une génération dorée avec beaucoup de très jeunes joueurs en 18 et 20 ans. Malheureusement, c'est pas ça qu'on a vu. Si on regarde sur le 11 de départ, il n'y avait aucun de ces jeunes-là, presque, à part Davis. Il n'y avait aucun. Il a mis Tybert et Johnson, qui font partie de la sélection depuis au moins 10 ans. Pas 10 ans, bref, entre 5 et 10 ans. Il a mis des joueurs d'expérience, puis ça n'a pas marché. Ça n'a juste pas marché du tout. Peut-être que dès l'écart, tu verras beaucoup plus cette équipe. Et puis finalement, on ne sait pas, mais peut-être que le Mexique va jouer le Canada dès les demi, hein, c'est possible. Mais j'ai hâte. J'ai hâte vraiment à voir ces deux équipes-là, mais vraiment avec leurs meilleurs joueurs sur le terrain, bien évidemment, les 23. Si ça se produit, à ce moment-là, tu pourras avoir cette confrontation-là avec les équipes, l'équipe type la plus possible, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais déjà, dès l'écart, hein, ce sera déjà un bon morceau de jouer le Costa Rica qui, bon, il me semble, va terminer premier de la poule, de la poule B. Donc voilà, à voir. Et je pense que c'est là que la compétition commencera vraiment pour les deux équipes, finalement. Oui, effectivement, c'est ce que je pense aussi. C'est vraiment là que, et je pense que c'est sur ça que John Herdman a tablé, en fait. Il a juste dit, bon, on va laisser passer ce match-là et se concentrer sur le reste de la compétition après coup. Je pense que ça faisait partie de sa stratégie. En fait, c'est un peu une déception pour vous parce que vous n'avez pas vu l'équipe que vous vouliez voir. Et pour le Mexique, c'est pas non plus un match sur lequel tu vas capitaliser de manière incroyable. Finalement, est-ce que l'action la plus importante pour le Mexique, c'est pas le but du Canada parce que ça vient d'une bourde de la défense mexicaine et c'est ce sur quoi le Mexique doit progresser. Tu dois jouer sérieusement tous tes matchs, même si tu mènes 2-0 très facilement, quoi. Enfin, très facilement, c'était pas si facile que ça, mais même si tu mènes 2-0. Donc je pense que finalement, l'action la plus importante du Mexique sur ce match, c'était ça. Ok, merci beaucoup Diego, on va te laisser filer parce que tu dois y aller. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et on se revoit peut-être en quart ou en demi, du coup on va voir, en espérant peut-être que ça sera contre le Canada en demi. On verra. Voilà, pourquoi pas. Merci Diego, passe une bonne journée, une bonne fin de journée et on se parle bientôt. À plus. Merci. Et on va continuer, nous, avec, quand même, on va parler un petit peu du Canada tout de même, après cette petite analyse par rapport du côté mexicain. Le Canada, du coup, Adi et Anthony, normalement, vous êtes plus ou moins qualifiés, on va pas se mentir, il faudrait vraiment une grosse débâcle face à Cuba, que la Martinique gagne, enfin, ce serait quand même improbable d'avoir ce scénario. Anthony, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça, vraiment, on a l'air déçus là, au lendemain de cette défaite, mais vraiment, là, sans problème, je crois qu'on va se qualifier. C'est vraiment sur la manière de la défaite, non pas sur le terrain, mais vraiment l'approche que le sélectionneur a choisie pour débuter la rencontre. Nous, ça fait des mois qu'on attendait ce match face à une nation qui est au-dessus du top 50. On avait hâte de rivaliser et finalement, quand on vient pour rivaliser, on met notre équipe peut-être pas complètement B, mais une équipe qu'on sait qu'on peut faire mieux. Donc, c'est vraiment sur la manière qu'on est déçu, mais pour le reste de la compétition, là, on reste confiant. Et même avec un Russell Tabor sur le terrain, ça finit quand même 3-1, donc c'est positif. Tu as vu, moi, je suis un peu moins positif qu'Anthony. Moi, je pense que, et on le voit dans la façon dont Diego parle de l'équipe canadienne, il y a un peu ce côté où le reste du monde, en dehors du Canada, ils voient encore le Canada comme version 2010, comme étant une équipe qui, de temps en temps, elle va faire de bonnes choses, mais en fait, point de vue qualité, c'est pas grand-chose. Et je pense que c'était le moment pour John Herdman de mettre le Canada, comme on dit en bon québécois, sur la map. Donc, vraiment sur la carte. Et mettre le Canada et montrer que, bon, finalement, on n'est pas si nul que ça. On a une très bonne génération. Il faut faire attention à nous. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que c'est possible que maintenant, effectivement, des équipes comme le Mexique nous prennent à la légère lors des matchs qui comptent. C'est très possible que psychologiquement, c'est une bonne chose. Mais moi, point de vue en tant que supporter, en tant qu'analyste, en tant que grand amoureux de cette sélection nationale-là, et en connaissant le talent dans cette sélection, qu'on voit pas seulement à MLS, mais dans de très bons championnats européens, je
j'avais envie de prouver au monde que, hey, le Canada est là, il est bien là. Et malheureusement, on n'a rien montré du tout. Jusqu'à la 60e minute, on dirait qu'on jouait, c'est comme si c'était le Canada face aux îles Vierges britanniques. Je sentais qu'on était l'équipe, mais tellement, qui vient avec tous mes respects pour l'île Vierge britannique, là, mais vraiment, en tout cas, une équipe où il y avait à peu près 15 échelons d'écart entre le Mexique et le Canada, ce qui n'est plus le cas avec, bien évidemment, je répète, les 23 choisis par le Mexique sur cette compétition-là et le 11 titulaire du Canada. Je ne pense pas que l'écart est aussi grand que ce qu'on pense. Et malheureusement, le monde ne va jamais savoir ça parce que John Herdman a pris ces choix-là. Et c'est ça qui me rend vraiment énervé parce que c'était l'occasion pour John Herdman de montrer qu'on n'est plus si loin que ça. C'est dommage parce que je comprends que vous deviez jouer défensif contre le Mexique, mais en même temps, vu que, comme le disait Diego, en fait, ce match ne compte pas grand-chose, parce que c'est pas que vous le jouez en étant perdant, mais c'est les deux autres qui comptaient surtout pour se qualifier, la Martinique et Cuba. Et donc, pourquoi ne pas tenter de jouer le Mexique et de jouer offensif avec ses meilleurs joueurs sur le terrain? Et pourquoi tenter une composition comme ça, super défensive, qui, au final, tu te fais quand même taper. Donc, c'est bête. Oui, exactement, c'est bête. C'est bête. Après, comme on le dit, tu l'as très bien dit, c'est le deuxième match le plus important, peut-être. Le match contre Cuba. Ouais, mais c'est pas une question d'être plus offensif. Moi, j'aurais pas eu de problème d'avoir peut-être des joueurs avec des rôles plus défensifs. Mais au moins avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Scott Arfield et Samuel Piette est quelqu'un de très défensif, mais tu me fais jouer Tybert et Johnson. Bon, Johnson encore ça passe, mais Tybert, je suis vraiment désolé, là, tu es à la place de Arfield. Hey, si jamais ils avaient mis Johnson et Arfield, j'aurais pas dit non. Mais je pense qu'Arfield est extrêmement important dans cette formation. C'est le capitaine de l'équipe. C'est lui le dynamo de l'équipe. C'est lui qui fait tourner l'équipe au complet au milieu de terrain. Et chaque équipe a ce genre de joueur-là. C'est comme au Mexique avec Guardado. Chaque équipe a un joueur sur lequel qui est l'animateur de ce jeu-là. Et puis nous, il était juste pas là. Et quand il est rentré, c'est là que le Canada a été meilleur. Peut-être comme Diego l'a dit, parce que le Mexique a baissé le pied. N'empêche qu'ils aient baissé le pied, même s'ils avaient baissé le pied avec les 11 qu'on avait au départ, je pense que même là, ils auraient complètement dominé si Arfield n'était pas rentré. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony, par rapport à ça. Non, c'est sûr qu'il y a eu un avant et après les changements. Les changements ont vraiment fait du bien au Canada. Et vraiment, on a vu qu'à partir de la 60e minute, oui, peut-être que le Mexique a baissé d'intensité, mais l'important, c'est qu'on a vu que nous, le Canada, on est capable de rivaliser face aux grands favoris de la compétition, même si on fait tourner un peu l'effectif, même si on baissait d'intensité, on a vu qu'on était capable de leur tenir tête. Et vraiment, le troisième but nous a fait très mal. J'allais vous demander d'ailleurs, niveau performance individuelle, par rapport à la défense aussi, est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui ont perdu des points et qui auraient pu être titulaires dans les prochains matchs et qui ne l'ont pas? Parce que je voudrais regarder un peu sur les réseaux sociaux. Il semble que Zachary Broguillard, par exemple, s'en prend pas mal à cause du troisième but, justement, Anthony. Il s'en prend pas mal, je comprends un peu, mais en même temps, c'était assez dur là, quand on voit qu'il a comme fait un mauvais contrôle des cuisses ou il s'attendait pas à avoir le ballon. C'est un peu sévère de mettre la faute sur lui sur le troisième but. Mais je pense même qu'il y avait eu je pense même que le ballon avait touché un autre joueur avant. Donc, c'est quand même assez sévère. Je trouve pas que ça a été le pire joueur dans l'équipe canadienne. J'ai quand même vu des belles qualités de la part de Broguillard et comparé à l'autre latéral droit, là, il n'est pas complètement largué. Exactement, je suis complètement d'accord avec Anthony. En fait, très sincèrement, je regarde ce match-là, je vais être un peu sévère parce que pas une question de déception, je vais juste être le plus objectif possible de ce que j'ai vu par rapport au Canada dans les 2 dernières années, indépendamment de l'équipe en face. Je n'ai vu aucun joueur bon dans ce match-là contre le Mexique. Aucun joueur n'a été bon. Donc, jeter la pierre sur Zachary Broguillard, je pense que c'est assez ordinaire, comme on dit au Québec, donc assez simple. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a été bon. Boran a fait ce qu'il a pu.
C'est le seul peut-être qui sort du lot. Puis le reste, même Davis en tant que latéral gauche, il a fait deux bourdes monumentales. Je suis vraiment pas d'accord à le voir là. Pour moi, Marc-Anthony Cave a gagné son poste à ce poste, a gagné sa place à cette position-là. Bref, je veux juste mettre ce match de côté, tourner la page parce que sérieusement là, ça me fait chier parce que, excusez-moi de terme, mais parce que on avait la chance de prouver à certaines personnes qu'on est là et on l'a pas fait. Et je me suis répété une 15e fois là, mais c'est très décevant, très décevant. Mais on a quand même pu voir que Lucas Cavallini, même avec une équipe pas très offensive, il était quand même capable de se procurer des occasions. Je pense qu'un Lucas Cavallini un peu plus réaliste, je crois qu'il aurait pu marquer un doublé. Là. Il y a eu quelques belles occasions. C'est un peu dommage qu'il ne les mette pas au fond, là, parce que c'est dur de lui lancer des pierres parce qu'il s'en est procuré des belles. C'est lui qui les a créées. Mais c'est ça. Vraiment, on peut avoir quelques regrets de ce côté-là. Ben oui, c'est sûr. Et tu l'as dit, Anthony, c'est lui qui se les a créés. Donc, juste pour prouver que le milieu de terrain, il n'a rien fait. Ben, quand tu as sur l'aile à droite Kyle Larin, c'est pas de lui que tu vas recevoir tes centres. Hein? Donc, bref, en tout cas, c'était pas le meilleur match du Canada, les meilleurs joueurs du Canada. C'est juste le point final. Pour clore sur ce match, avant de passer à l'autre match qui s'est joué, je voulais savoir par rapport au match face à Cuba, qui sera le prochain. Comme je le disais un peu plus tôt, il suffit je pense une victoire suffit, parce que il est peu probable que la Martinique fasse un exploit face au Mexique. Quelle formation vous voyez pour ce match face à Cuba, pardon. Et je commence avec toi, Anthony. Quel changement tu pourrais voir, peut-être par rapport à ce match et par rapport au premier match? Ben, j'ose espérer et je crois que c'est ça que Herdman va faire, mais les trois joueurs qui ont entré en cours de match, Arfield, David et Osorio, je crois qu'ils vont débuter la rencontre. Vraiment, Tebert, Johnson et Larin, je pense pas qu'ils vont rester sur le 11 partant. J'ai des doutes sur Piet. Il semblait avoir, comme vous l'aviez dit dans les podcasts, il semblait avoir de la misère là, avec deux milieux derrière. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'Herdman va décider, là, mais au moins là, Arfield, David et Osorio vont débuter et je crois que ça va nous aider. Mais contre Cuba, là, même si c'est pas l'équipe type, je crois qu'on va se qualifier. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Il a très bien dit, Anthony, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut qu'on retourne à son 4-3-3 / 4-2-3-1. Et je pense qu'il faut qu'il reste avec cette formation-là jusqu'à la fin de la compétition. Avec, juste pour aller rapidement, Boran dans les buts. Moi, je préfère Broguillard à Godinho. Je ne change pas d'avis là-dessus. Cornelius Henry en défense centrale. Marc-Anthony Kaye à gauche. Au milieu de terrain, j'aimerais bien voir Scott Arfield. Puis Hutchinson, Piet ou Johnson, j'ai pas de problème avec les trois. Même si Hutchinson, ça me dérange même pas qu'il soit sur le banc. Je sais beaucoup de monde vont pas aimer ce que je dis, mais ça me dérange pas, mais j'aimerais bien voir Arfield et Hutchinson au cas où. À droite, moi, je mettrais Jonathan David, j'en ai parlé dans le dernier podcast. À gauche, Alphonso Davies, en 10, Junior Hoilett, puis en attaque, Lucas Cavallini. Ça, c'est mon 11 à moi. Après, ça me dérangerait pas que David soit en pointe avec Hoilett à droite, puis Osorio au centre. Ça me dérangerait pas non plus. Bref, c'est ce genre d'équipe-là que je veux voir pour le reste du tournoi. Et on le sait, dans ce genre de tournoi-là, dans tous les tournois sur un mois continentaux ou bien même mondiaux, même la Coupe du Monde, c'est rare de voir autant d'un match à un autre, de voir autant de changements tactiques. Les meilleures équipes, les équipes qui gagnent, les équipes qui surprennent, c'est des équipes qui ont créé des automatismes dans la même formation tactique. Et moi, j'ai toujours du mal sur ce genre de tournoi quand un entraîneur se croit un peu plus intelligent que le système, puis commence à faire en sorte, ah ouais, ben je vais essayer une nouvelle formation que mes joueurs n'ont jamais joué parce que l'équipe en face est trop forte. Ça marche presque jamais. Bon, ça arrive, mais ça marche presque jamais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Antoine. Ouais, totalement. Bon, on aurait une conversation différente si, du coup, vous aviez gagné. Mais c'est impossible avec le 11 qu'on gagne. Ouais. Impossible. Mais bon, il a tenté un truc et ça n'a pas marché. C'est un peu la conclusion de cette rencontre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Oui, une petite affaire, s'il te plaît, Bert, blesse-toi à l'entraînement ou quoi que ce soit. Mais... Oh non, c'est méchant ça. Je pense qu'il voulait pas être méchant, Anthony, là, mais en fait, on va juste plus le voir dans le 11, comme remplaçant peut-être. Là, mais... Ouais, ok. Eh ben, on va voir si vos vœux sont exaucés face à Cuba. Cuba qui vient de s'incliner 3-0 contre la Martinique. Ça fait quand même 10 buts pris en 2 matchs. Cuba qui a aussi perdu un vétéran de sa défense centrale, Yasmina Lopez, qui est partie du groupe après la défaite 16-0 face au Mexique pour fuir aux États-Unis, comme la Gold Cup 2015. 4 joueurs avaient aussi fui la section cubaine pour partir vivre aux États-Unis et pour échapper au retour à Cuba. Donc voilà, une sélection qui a plus que 22 joueurs et qui jouera contre le Canada pour essayer de sauver un peu l'honneur. Juste avant la mi-temps, c'est Marveau qui marque sur un corner de Kevin Fortuné. À la 70e minute, aussi, Avol met une tête sur un corner encore de Fortuné. Et puis Fortuné, il sera le 3e buteur de ce match grâce à une superbe talonnade de Kevin Parsemin qui lui-même avait raté un penalty juste avant. Personnellement, je trouve que c'est plutôt cool pour la Martinique parce que le score de 4-0 était assez dur face au Canada. Donc, c'est sympa de les voir marquer 3 points. Ils auraient pu vraiment marquer un 4e but sur ce penalty. Donc, on voit qu'ils se battent même contre une équipe de Cuba qui définitivement prend l'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adi, et qu'est-ce que tu vois pour la suite. Et du coup, non, ce que j'en pense, en fait, c'est assez simple. Je pense que le score est vraiment trop flatteur pour la Martinique. J'ai vu ce match-là et pour avoir vu ce match-là, en première mi-temps, ça aurait pu aller des deux sens. Cuba m'a vraiment impressionné dans ce match-là, mais vraiment, vraiment impressionné. Ils ont été très, très bons. Le gardien martiniquais a fait plusieurs arrêts déterminants et je pense que très simplement à la mi-temps ça aurait pu être 2-0 Cuba comme ça aurait pu être 2-0 par Martinique. En tout cas, bref, faut pas prendre cette équipe cubaine à la légère. Bon, après il y a le fameux gars qui comme tu l'as dit, qui est juste parti et ça va sûrement pas aider, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres qui vont vraiment déserter avant le match contre le Canada, sinon ça va être vraiment une grosse fessée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais le gardien martiniquais m'a vraiment impressionné, mais je trouvais qu'en deuxième mi-temps, Cuba prenait totalement l'eau. Anthony, je sais pas si tu as une autre analyse là-dessus. Ouais, ben, je suis vraiment d'accord avec Adi, là, vraiment, là, le score est assez sévère pour Cuba, mais c'était vraiment un match serré en première mi-temps, mais j'ai l'impression que dès que la Martinique a marqué, ça s'est un peu délié. Cuba était un petit peu était moins solide qu'en première mi-temps et vraiment le 3-0 est sévère, mais ouais, c'est ça. Là, on a quand même vu que la Martinique, là, au fil des 90 minutes, prenait de plus en plus son aise, mais vraiment quelqu'un qui va juste le résumer pense que la Martinique a complètement écrasé Cuba, là, mais c'est vraiment pas le cas. Exactement. Par contre, mention spéciale à Kevin Fortuné. Kevin Fortuné qui a marqué 1 but et 2 passes décisives. Bon, les 2 passes décisives, c'est sur corner. C'est lui qui tire les corners. Et il y a 2 buts martiniquais qui sont venus sur corner. Mais n'empêche, il a été excellent dans ce match-là. Le joueur de 3 qui est passé par Lens. Un gros match de Kevin Fortuné. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu en Ligue 1, Ligue 2. Et c'est quelqu'un que je pense que n'importe quel club MLS pourrait profiter de ce genre de joueur-là. C'est un très, très, très bon joueur. Ouais, ils ont vraiment eu de talent, les Martiniquais. Parsemin est plus connu au niveau de la Gold Cup, mais lui aussi a fait un très bon premier match, j'ai trouvé. Parce ouais, mais pas le deuxième. Ouais, non, mais il rate 2 ou 3 occasions assez. Enfin, c'est dommage face au Canada, mais il fait des beaux mouvements. Et donc, ils ont vraiment eu de talent, cette équipe martiniquaise, qui du coup a 3 points, alors que Cuba en est à 0, comme je disais, avec une différence de moins 10 au niveau but. La Martinique est donc un peu réduite à l'exploit face au Mexique si elle veut se qualifier. Il faudrait en même temps que Cuba renverse le Canada, ce qui paraît très compliqué. Est-ce que vous pensez que si le Mexique relâche un peu, la Martinique puisse avoir un match nul? Non. Ouais, non, je pense pas. Ça va être très compliqué. Tu as parlé de Kevin Parsemin hier. Vraiment un très mauvais match. Kevin Parsemin, il a eu plusieurs occasions. Il a raté un penalty. Vraiment une performance très, 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 très décevante.
Ouais, vraiment, vraiment très défense. Et je pense que la Martinique, défensivement, c'est catastrophique. Catastrophique. Puis face au Mexique, ça va pas pardonner. Je m'attends à un score fleuve pour le Mexique. Mais même là, je pense que le Mexique va faire tourner encore plus que ce qu'il a fait contre le Canada. Je pense même pas le gardien sera même pas le même. Donc, je pense que ça va être un turnover vraiment drastique du côté du Mexique. Puis même là, ce sera une victoire facile. En fait, pour le Mexique, cette Gold Cup, c'est un tournoi d'amicaux, en tout cas avant match de poule, pour tester des trucs, quoi. Ben, t'as vu, c'est ça que je voulais changer dans le match de Mexique-Canada. Je voulais changer cette mentalité-là parce que, avec la meilleure équipe canadienne, les Mexicains auraient remarqué qu'effectivement, finalement, c'était pas vraiment un match amical. Donc, c'est ça que je voulais changer et c'est pour ça que je suis aussi déçu. Bref, on revient au match Cuba-Martinique. J'aimerais beaucoup, c'est ça, et j'aimerais de nouveau souligner cette très bonne équipe cubaine. Je m'attendais vraiment à ce que la Martinique écrase Cuba dans le jeu surtout. Et j'ai pas vu ça. J'ai vu une équipe cubaine très organisée, tactiquement. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu quelques pièces de jeu quand même assez intéressantes. C'était pas comme on dit, kick and rush ou c'était pas genre je lance le ballon en profondeur puis il y a quelqu'un qui court comme un malade pour le rattraper puis tirer au but. Non, il y avait vraiment des combinaisons assez intéressantes. Il y a quand même un peu de talent dans cette équipe-là. C'est pas, je le dis, je prends comme exemple les îles Vierges US ou les îles Vierges britanniques. C'est bien au-dessus Cuba. Donc, mais ça a prouvé le fait que lors de notre guide, on a dit que Cuba serait pas une mauvaise équipe. Et effectivement, c'est pas une mauvaise équipe. Après, sur le papier, ils ont encaissé du but, ils en ont marqué 0. Donc, c'est ça. Ici, on a une leçon à retenir de cette rencontre, c'est que Cuba nous a surpris, tandis que la Martinique a été très réaliste. Je crois que si on avait une phrase à donner pour ce match, ça serait ça. Contrairement à son premier match face au Canada, donc c'est déjà pas mal, parce que les Martiniquais vraiment avaient déçu face au but contre le Canada. Mais, ouais, c'est ça. Les Martiniquais ont su retrouver un peu l'efficacité. Ils ont été réalistes, chose qu'ils n'ont pas su faire face au Canada, qui avait des petits problèmes défensifs à cause d'une défense un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, je suis curieux de voir. Je pense pas que ça va être aussi simple que ça pour le Canada face à Cuba. Bon, je m'attends à une victoire facile sur point de vue score. Mais dans le jeu, je ne m'attends pas à quelque chose où le Cuba ne va pas exister. Je ne m'attends pas à voir Mexique-Cuba, en fait. Je ne m'attends pas à ce que ce soit aussi dominant que ça, en fait. Mais de toute façon, vous allez les revoir très vite, ces Cubains, puisque vous êtes, on le rappelle, dans le même groupe en Nations League, avec aussi les États-Unis. États-Unis, Canada et Cuba dans la Ligue A, dans la première ligue, pardon, Ligue A de la Nations League. Donc, ça va être très intéressant. On va les revoir pas mal, cette équipe de Cuba. Et c'est là où je pense que la Nations League est vraiment une bonne idée en CONCACAF pour aider ce genre d'équipe à avoir de bons adversaires à chaque tour. Donc, vraiment, à voir. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur Cuba-Martinique ou on va clore la présentation? Non, c'est parfait. J'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, bref, on a hâte au 3e match déjà. Et puis voilà, au prochain podcast, on va parler ce soir. Il y a de très bons matchs aussi assez intéressants, dont Haïti, Nicaragua, Costa Rica, Bermude. Ça va être quand même assez intéressant à voir. Cette Gold Cup, moi, j'aime bien. Malgré les certains, je vois beaucoup de dénigrement de beaucoup de monde. Moi, j'aime bien. Je découvre des choses, puis c'est ça ce que j'aime dans une compétition. On en apprend pas mal sur pas mal de sélections. C'est très intéressant et ça montre que certaines équipes, on parlait de la Martinique, mais d'Haïti aussi, ce genre d'équipes peuvent être très dangereuses et les sélections qu'on a déjà sont vraiment méconnues, mais elles méritent est-ce qu'on s'y penche, et surtout si vous aimez la MLS ou la USL comme Anthony, ou quelles que soient les ligues nord-américaines que vous appréciez, il y a un paquet de joueurs là-dedans, dans toutes ces îles et dans toutes ces sélections d'Amérique centrale et des Caraïbes qui peuvent vous intéresser. Merci Anthony, merci Adi. Merci les amis. Et on se retrouve demain donc, pour débriefer le groupe B. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos podcasts. Comme d'habitude, on a quelques retours déjà et ils font chaud au cœur. Vous avez l'air d'apprécier, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez des choses que vous aimez ou n'aimez pas. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux possibles et à nous noter sur certaines plateformes d'écoute qui nous permettent de nous noter. Merci beaucoup et on se retrouve à demain.